L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Salut mon petit poussin joyeux, c'est Vincent et aujourd'hui je te présente mon quoi de neuf du mois de septembre 2018. Le quoi de neuf, ce que c'est, si tu n'es pas familier avec cette formule, c'est nous qui te parlons de nos expériences ludiques du mois qui vient juste de se terminer. Donc je vais te parler en fait de ce que j'ai joué dans le mois de septembre. Et si ça t'intéresse d'ailleurs, je vais te partager aussi certaines parties de ma vie personnelle et tout ça va se retrouver en fait à la fin de la vidéo. Cependant, je comprends que la vidéo peut être très très longue et que tu n'as pas le temps de tout écouter, alors tu pourras regarder dans la description si ça t'intéresse. J'ai créé des timestamps où est-ce que tu pourras voir à quel moment je parle de différents jeux et aussi à quel moment je parle de certains points de ma vie personnelle. Et je tiens à remercier la fidélité que vous avez envers ces capsules-là, les quoi de neuf. Vous venez souvent nous voir, nous écouter, commenter aussi ces vidéos-là. Je trouve ça vraiment le fun d'avoir cette discussion-là, de pouvoir partager aussi librement des petites critiques. Hein? C'est vraiment des petits mots sur différents jeux. Je trouve ça super le fun. Puis j'aime ça aussi avoir votre opinion. Sans oublier que j'aimerais féliciter tout le monde. Non seulement l'équipe de l'école du jeu, mais aussi tous les gens qui nous suivent parce qu'on est maintenant rendu à 4000 abonnés. Et ça, c'est tout un step qu'on a franchi. Je suis vraiment fier de faire partie de l'équipe et d'avoir accompli ça, de faire partie en fait de cet accomplissement-là commun qu'on a tous ensemble. On ne va sans plus attendre avec Harry Potter ainsi que la nouvelle extension Monster Box of Monsters. Je dis nouvelle parce que dans ma bibliothèque c'est nouveau. Ça fait plusieurs fois qu'on joue au jeu, moi et ma femme, puis on avait hâte d'essayer la nouvelle extension pour ajouter du piquant dans notre expérience et je dois avouer que ça a été un fiasco total. Il y a énormément de problématiques, mais je pense que celle principale dans le jeu, c'est que la portion du hasard est augmentée. Et quintuplé en fait. Ça n'a pas de bon sens comment est-ce que tu es soumis au tournage de cartes. Si une carte passe puis que ça te donne un avantage, ben tu le fais. Mais si ça passe pas, puis si ça arrive pas, ben tant pis pour toi, tu te fais rentrer dedans. Et malheureusement, la portion de hasard est beaucoup plus favorable envers le jeu contre qui tu joues que les joueurs. Et d'ailleurs, il y a une mécanique en particulier que j'ai trouvé qui était c'était ridicule. L'idée est bonne derrière parce que tu sais, il y a plusieurs deck building qui offrent cette mécanique-là, c'est-à-dire tu vas avoir une carte qu'on appelle retenue dans le jeu et cette carte-là, tu vas la mettre dans ton deck et quand tu piges la carte retenue, ben tu peux rien faire. Et tant que longtemps que tu as cette carte-là dans tes mains, ben ça empêche d'avoir une autre carte qui pourrait te permettre de faire des actions plus cool, hein, plus positives et tu peux pas t'en débarrasser. La seule manière de s'en débarrasser, c'est à la fin de ton tour, tu défausses toute ta main, tu vas repiger 5 nouvelles cartes, ou encore acheter un sort qui va te permettre de pouvoir retirer ces cartes-là de ton deck. Le problème, c'est que si tu as joué à Harry Potter, tu sais très bien que chaque carte qui sont disponibles dans le marché, tu les accumules de game en game, et là tu as les cartes des 7 différentes parties, et là tu rajoutes en plus de ça 12 cartes de ce sort-là que tu mets un peu partout dans le deck. Le problème, c'est que sur 250 cartes, ça se peut que ça sorte jamais pendant ta partie. Fait que là, tu es pris avec tes retenues, puis tu sais pas quoi faire parce que le jeu te donne des coups de foin encore et encore et encore. Même si tu prends des bonnes décisions, puis des choses qui sont stratégiques, ça sert à rien parce que le jeu fait juste te rentrer dedans comme un train, puis ça devient plate, puis surtout le jeu, tu sais, on allonge la partie, on est rendu à des parties de 2h30, 3h, contrairement à 1h15, 1h30 peut-être avec le jeu de base, et te faire rentrer dedans pendant 3 heures quand tu as l'impression que tu n'as aucun contrôle sur ce qui se passe, ben c'est pas le fun, puis c'est désagréable, puis à un moment donné, tu te décroches très rapidement, ce qui est malheureusement arrivé avec ça. Si on est pour jouer au jeu, je pense que soit qu'on va ajouter des variantes maison pour atténuer le hasard de l'extension, ou tout simplement on va jouer au jeu de base sans l'extension, peut-être ajouter quelques cartes pour le plaisir de les ajouter, mais sinon c'est tout. J'ai été vraiment déçu, puis je trouve qu'il y a peut-être une responsabilité qui vient à l'éditeur de devoir playtester davantage, parce que c'est pas normal qu'à un moment donné la communauté se réveille et fasse comme ben tu sais ça n'a pas de bon sens, voici qu'est-ce qu'on peut faire comme type variante maison pour régler ces problèmes-là.
Ça devrait être édité, ça devrait être réglé avant même que ça sorte sur le marché. Bref, c'est-tu moi qui ai eu des mauvaises expériences? Si tu as joué, écoute, on va s'en jaser hein, dans les commentaires. Un autre jeu coopératif qui, par contre, m'a mis à terre complètement, c'est This War of Mine. This War of Mine est un jeu qui parle de la guerre civile et qui est basé sur un jeu vidéo du même nom. D'ailleurs, le jeu vidéo est devenu très populaire et ça, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire le jeu de société? Après avoir fait ma campagne de This War of Mine, j'ai vraiment eu le goût d'essayer le jeu vidéo pour comparer les deux et je trouve que le jeu vidéo amène un peu moins, beaucoup moins en fait que l'expérience vraiment vivante que le jeu de société te présente. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le jeu vidéo, c'est vraiment un survival, mais plus au niveau mécanique, dans le sens où est-ce que tu vas vouloir survivre, tu vas vouloir passer à travers, mais tu vas le faire en fait selon vraiment les contrôles que tu as dans le jeu. Alors que le jeu de société va vraiment te rendre l'expérience plus immersive. Premièrement, à cause de l'expérience physique, le tactile, le fait que tu mélanges les cartes, que tu déplaces tes pions, mais aussi tu es capable de pouvoir aller lire un texte et de pouvoir juste mettre l'emphase sur ce texte-là que tu lis. Tandis que dans le jeu vidéo, souvent, bon, tu as un petit flavor text qui arrive, puis tu te dis, bah, ok, c'est pas bien grave, ça m'aide pas à pouvoir survivre, mettons. Ça m'aide juste à me rentrer dans l'histoire, mais l'histoire ne m'intéresse pas vraiment. Et d'ailleurs, parlant de ça, dans le jeu vidéo, on va te donner immédiatement le background de chaque personnage, c'est-à-dire lui c'est un restaurateur, nanana, nanana, nanana. Tandis que dans le jeu de société, on nous offre juste, dans le fond, la fonction sociale, c'est-à-dire c'était un professeur ou c'était un bodyguard ou whatever. Et là, après ça, tu construis ton histoire à travers tout ça. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est de vraiment être capable de pouvoir construire l'arc historique de chacun des personnages que tu contrôles. Et d'être capable de pouvoir vraiment vivre chaque paragraphe que tu vas aller lire de façon concrète, mais que ça fit en même temps tellement bien dans ce que tu viens de vivre, dans ce que tu viens tu sais, les choses auxquelles tu as été confronté. Tout est vraiment bien équilibré. Et je trouve ça génial parce que le jeu de société m'a vraiment permis personnellement d'avoir une espèce d'aperçu sur qu'est-ce que peut être la guerre civile et jusqu'à quel point ça peut venir vraiment impacter des gens qui avaient une vie normale auparavant. Et cette fonction-là du jeu de société, selon moi, est vraiment puissante. Quand un jeu de société est capable de pouvoir te conscientiser par rapport à des réalités sociales puis des problèmes de ce genre-là, il y a vraiment de quoi de particulier et qui peut être vraiment bien véhiculé. Puis j'ai vraiment hâte en fait d'y rejouer parce qu'il est le fun, oui, mécaniquement parlant, thématiquement parlant, mais à cause de l'immersion, à cause du fait que tu ressens vraiment la douleur de tes personnages. Bref, c'est pas un jeu qui est heureux puis qui est joyeux, mais c'est un jeu qui mérite vraiment d'être joué puis d'être essayé pour vivre en fait l'expérience ludique que ça nous apporte. Autre jeu qui m'a grandement impressionné et que je suis extraordinairement surpris, c'est Container, le 10e anniversaire. J'ai fait 3 parties en fait et il y en a une d'entre elles que ça a vraiment mal été. Pourquoi? Parce que Container, si tu joues le jeu pour sa structure législative, dans le fond, les règles sont super simples. Et quand tu joues le jeu juste pour les règles, puis tu fais juste de façon linéaire tout ça, ben tu n'auras pas de fun, puis à un moment donné, il va y avoir juste un joueur qui va gagner haut la main à cause des circonstances. Donc c'est un jeu qui est très circonstanciel. Il ne faut pas que tu le regardes comme étant qu'est-ce que le jeu peut m'amener en tant que tel, mais il faut que tu regardes qu'est-ce que les joueurs font et comment est-ce que moi je peux apporter au jeu et comment est-ce que moi je peux faire en sorte que le jeu puisse devenir flamboyant. Et là tu te dis, ouais, mais là, moi, mon but de jouer, c'est de décrocher, tatata. Et je suis d'accord avec toi. Et là où est-ce que je te dis que Container est extraordinaire, c'est que Container vient réussir quelque chose que d'autres jeux ne réussissent pas, c'est-à-dire une simulation économique hors pair. C'est un jeu où les joueurs sont sous l'entière responsabilité de générer un marché d'offres et de demandes. Et il faut que tu communiques avec les autres joueurs. Il faut que tu sois conscient de ce que les autres joueurs produisent, de ce que les autres joueurs vendent. C'est quoi l'intention des autres joueurs par rapport à certaines couleurs de Container. Il faut vraiment que tu sois conscient en fait de tout ça parce que l'équilibre est facilement dérangeable. Parce que quand tu joues,
tu peux pas juste aller vers le joueur qui t'offre le prix le plus bas. Faut que tu regardes c'est qui te l'offre. Est-ce que ce joueur-là a une avance sur les autres? Est-ce que ça est vraiment bénéfique pour moi de lui donner ça puis d'économiser une pièce? Au détriment de débalancer le tout, ou je suis mieux d'aller vers le joueur qui traîne un peu de la patte, de lui donner cet argent-là pour aller récupérer les ressources, quitte à payer 1 ou 2 $ de plus. Donc vraiment, l'équilibre est super sensible et il faut être conscient de ça en tant que joueur. Et une des parties que j'ai joué justement, où est-ce que les joueurs ont été vraiment déçus, je pense que ça a été vraiment cette espèce de dimension qui est un peu plus, qui demande plus, pas de la créativité, mais qui demande plus que de juste voir aux règles. Et il faut que ça soit généré par les joueurs. Et si les joueurs le gèrent pas, le génèrent pas, ben à ce moment-là, c'est sûr que c'est plate. Je l'ai montré en fait à une autre gang avec qui je joue. Puis tu sais, c'est pas des grands connaisseurs de jeu. On joue à Sushigo puis Exploding Kitten. Puis là, quand je leur montre ça, ben là après ça, ça prend une autre dimension. Puis c'est super intéressant de pouvoir leur montrer ça, mais qu'il y a une profondeur au niveau de la dynamique de jeu qui est vraiment générée par les joueurs autour de la table. Je trouve que ce jeu-là est sous-estimé et il faut faire attention parce que malgré ses allures simples et à la limite plate, se cache un jeu qui est très très solide selon moi. Et surtout, en fait, faut vraiment pas sous-estimer ce jeu-là. C'est pas un genre de jeu que tu peux dire qu'après 1-2 parties, tu comprends tout. Parce que c'est vraiment pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Faut vraiment que tu joues comme plusieurs parties pour comprendre la dynamique, pour vraiment voir. Et que les autres joueurs soient conscients, en fait, de des conséquences de leurs actions. Donc, c'est vraiment un jeu qui mérite tous ces éloges qui ont été faits depuis 2007. Vraiment, là, je le recommande chaudement, mais sois prêt, parce que des fois, il va falloir que tu sois méchant. C'est la loi de l'offre et la demande. Autrement, les autres jeux que j'ai joués dans le mois de septembre ont été principalement, dans le fond, divisés en 2 événements, c'est-à-dire la foire du jeu de Longueuil ainsi que le Delirium ludique. Si ça t'intéresse, j'ai fait une couverture médiatique. J'ai fait 2 capsules, une pour le Delirium et une pour la foire du jeu de Longueuil. Tu iras voir ça, c'est très sympathique, amical. Et si ça t'intéresse de participer à un des 2 événements l'an prochain, alors tu pourras trouver dans ces capsules-là les sites internet officiel des 2 différents événements. Tout d'abord, parlons de la foire du jeu de Longueuil. Eh bien, j'ai joué à 2 jeux. Soit j'ai joué à Brass Birmingham et j'ai eu l'opportunité de jouer à Root. Brass Birmingham, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Dans le fond, j'avais parlé de Brass Birmingham dans mon coin neuf du mois d'août. Et j'aimerais ça, en fait, revenir sur mon opinion parce que j'ai eu l'opportunité de jouer à quelques reprises à Brass Birmingham. Je dois avouer que les deux, malgré qu'ils fonctionnent sur le même système de jeu, sont super intéressants et ont vraiment en fait leur dynamique qui est très distincte à eux-mêmes. Et c'est un peu injuste de se dire, ok, quel jeu est meilleur que l'autre ou quelle copie je devrais avoir. Ça dépend vraiment en fait de tes goûts personnels parce que les deux offrent vraiment une dynamique différente et je pense que Brass Lincolnshire en fait c'est vraiment une dynamique où est-ce que les opportunités vont être créées à partir de ce que les autres joueurs vont faire et comment est-ce que tu peux vraiment venir bénéficier puis profiter de ce que le joueur a fait sans trop se rendre compte que toi tu peux venir vraiment lui couper l'herbe sur le pied, alors que de l'autre côté, les opportunités se créent sur qu'est-ce que les joueurs n'ont pas encore exploité. Fait que le placement sur le plateau dans Brass Birmingham est super important, tandis que dans Brass Lincolnshire, c'est pas tant le placement qui est important, mais davantage où est-ce que les autres se sont placés et comment est-ce que moi je peux me placer à ces endroits-là aussi. Je trouve que vraiment les deux jeux sont superbes et qu'ils ont leur dynamique très distincte à elles-mêmes. Et ben écoute, j'avais peut-être envie de faire une vidéo en fait comparative sur les deux où est-ce que je vais développer là-dessus. Bref, je vais t'en parler plus tard dans la vidéo si ça t'intéresse. Et sinon, on a Root que j'ai joué en première partie à la foire du jeu de Longueuil. Et sinon, ben, j'ai joué une autre partie en fait chez un ami. Notre première partie, écoute, ma première partie on l'a faite à 6 joueurs. Ça a été long entre les tours des joueurs. J'avais le temps, écoute, j'avais un bon 5-6 minutes de pouvoir faire pas mal ce que je voulais
pendant que c'était pas mon tour. Donc j'y rejouerais pas à 6, mais j'avais déjà saisi à quel point que le jeu venait vraiment m'interpeller et je l'ai vraiment vécu en fait dans la deuxième partie. On l'a fait à 3 joueurs la deuxième partie et j'ai trouvé que c'était vraiment dynamique. J'ai beaucoup apprécié Vast. Je trouvais que par contre Vast était très difficile à expliquer parce qu'il faut que tu expliques toutes les petites subtilités de chacun des rôles et chacun des rôles a une manière distincte de gagner. Bref, expliquer Vast, c'est très très long et très fastidieux, je dirais. Alors que Root s'explique pas mal par lui-même grâce au plateau personnel des joueurs. Et malgré que Root n'a pas une asymétrie aussi extrémiste que Vast, il y a quand même une belle asymétrie pour se pencher sur les différents rôles et faire comme ok, ben je vais avoir une game complètement différente. Et lequel que je préfère entre les deux, je suis pas encore capable de le dire. Il faudrait que je rejoue tout d'abord à Vast, mais il faudrait aussi que je rejoue à Root. Mais les deux, je trouve qu'ils ont vraiment une force très très grande dans la proposition de ce que tu vas faire pendant ta game, qui va pas être la même chose que la prochaine game si tu changes de rôle, ou même si tu gardes le même rôle, ben, tu sais, tu vas jouer de façon probablement distinguée selon qu'est-ce que les autres joueurs vont faire. Et ce qui est le fun de Root, c'est vraiment, on ressent la thématique. On est vraiment une petite guéguerre entre petites races animales, mais quand on est dedans, avec un œil à l'interne, on a vraiment l'impression que c'est une grosse guerre, puis que c'est vraiment un écosystème qui se combat les uns contre les autres. J'ai hâte en fait de le réessayer. J'ai vraiment trouvé que le jeu était hyper intéressant sur plusieurs aspects. Reste plus qu'à voir lequel que je préfère entre Vast, mais il va falloir que je rejoue à Vast. Ça m'a vraiment donné le goût de rejouer à Vast. Bref. En ce qui a trait du délirium ludique, ben, j'ai tout d'abord joué à Villainous, qui est un jeu qui est sorti au Gen Con où les joueurs représentent des méchants de Walt Disney, des antagonistes. J'avais l'opportunité de jouer Jafar et mon but c'était très simple, c'est de me rendre à la caverne d'Ali Baba, de récupérer le génie, de le placer dans une lampe et de retourner au palais avec cette lampe pour devenir le méchant sultan dans Aladdin, là. Et ce qui est intéressant du jeu, c'est que tous les joueurs vont avoir une manière distincte de gagner et aussi un genre de système de cartes qui est particulier à soi-même. Et la mécanique principale, en fait, fonctionne un peu comme Scythe, où est-ce que tous les joueurs vont avoir un pion et on va le déplacer de section en section et dépendamment de l'endroit où l'on décide de le placer, on va faire différentes actions. Les joueurs ont aussi d'ailleurs un deck de cartes qui sont des decks de personnes gentilles et quand on veut en fait nuire à un joueur qui est en avance sur les autres, ben on va placer des cartes gentilles sur son plateau personnel et ça va bloquer certaines actions dans différentes sections de notre choix. J'ai trouvé que le jeu était super le fun, j'ai trouvé que c'était très thématique, un beau retour aussi vers une espèce d'enfance. C'est sûr certain que c'est fun de voir tous ces personnages-là. Les cartes sont très colorées, c'est très nostalgique aussi, puisque tout le artwork, ce sont des dessins qui viennent des films en question, des antagonistes qu'on représente. Le seul hic que je dirais par contre, c'est que j'ai trouvé que le jeu est très individualiste, ou est-ce que mon but à moi est très distinct des autres, et souvent je suis concentré davantage sur qu'est-ce que moi je dois faire, et je suis pas nécessairement concentré sur à quel point que la thématique est bien rendue chez Ursule ou le prince Jean. Fait que t'es plus là dans ta tête, tu fais ok, bon ben à mon tour je vais faire ça. Puis ça se résume un peu à ça, fait que les autres joueurs, la seule manière qu'ils puissent venir intervenir, c'est vraiment avec le deck de cartes de gentil. Mais des fois, tu ne fais pas vraiment frapper, tu ne fais pas vraiment attaquer parce que tu n'es pas le joueur qui est en avance. Donc, souvent, on est capable de pouvoir cibler un joueur qui est plus près de la victoire. Fait que tout ça, c'est comme, c'est ça, là, je suis un petit peu mitigé par rapport à ça. Je serais pas inintéressé à y rejouer, mais c'est pas nécessairement dans ma priorité non plus. Un jeu aussi que j'ai joué et que je voulais vraiment essayer, que David, professeur Board Game, avait ramené de Gen Con et qu'on attendait juste d'avoir une bonne petite gang pour jouer, c'est Good Gritters. Good Gritters qui est une réimplémentation d'un jeu qui se nomme Thief Tashen.
Et Good Graders, en fait, on est des espèces d'animaux mafiosos et on veut avoir le plus d'argent possible. On va avoir quelqu'un qui est le boss. Donc le boss, lui, va en fait piger des cartes d'un espèce de magot. Dans le fond, c'est un deck de cartes. Puis là, quand on voit les cartes, ben, il y a comme une valeur entre 2000 et 5000 $. Et le boss va faire des lots pour essayer de satisfaire tous les joueurs. Et les joueurs vont décider d'accepter comment est-ce que les lots sont divisés ou de refuser, ou encore d'aller voler des cartes en extra, ou encore de menacer un autre joueur puis dire ben toi t'as ben trop un gros lot fort puis ça me dérange, etc. Puis si le joueur se protège pas, tu peux y voler. Bref, ça semble être, il y a comme beaucoup de petits détails comme ça semble peut-être avoir, tu sais, ça semble être détaillé comme jeu, mais c'est super simple, c'est super accessible, et surtout ce que j'aime, c'est que, encore une fois, le jeu vient vraiment prendre un envol quand les joueurs autour de la table se prêtent à l'interaction. C'est un jeu où il faut vraiment pas prendre les choses de façon personnelle, parce que souvent tu te fais viser par les autres joueurs, et c'est juste parce que, bon, c'est pour créer cette espèce de dynamique-là. J'aime beaucoup mettre un peu des fois mettre de l'huile sur le feu. Donc, ça fait en sorte que des fois, je suis une cible facile. Mais c'est pas grave, je l'apprécie quand même parce que justement, de là découle plein de choses. Et c'est souvent ça qui est intéressant, c'est de voir en fait les joueurs, la dynamique s'installer, les interactions se créer, la discussion en fait émerger. La plus grosse problématique du jeu, c'est peut-être que si on joue le jeu juste pour jouer le jeu, à ce moment-là, ça devient un petit peu plate, même à la limite redondant. Donc il faut vraiment s'assurer que les joueurs soient prêts à se prêter au jeu puis juste à se lancer dans Good Graders. Mais sinon c'est un superbe jeu, j'ai vraiment hâte qu'il s'en vienne disponible ici. On joue à quelques autres jeux après Good Graders et finalement en fin de soirée, David me dit pourquoi ne pas essayer Inish, parce que Vincent tu m'en as parlé en bien et c'est un de tes jeux de contrôle de territoire préférés de tous les temps. Et évidemment moi j'accepte parce que j'adore Inish. Je trouve que c'est un jeu qui est pas un Ameritrash ni un euro, il y a vraiment sa dynamique, son cadre à lui qui est très particulier. Le draft de cartes est super intéressant. Le fait que tes actions aussi, c'est pas des actions linéaires, mais c'est davantage des actions qui sont dirigées par les cartes justement que tu vas choisir pendant ton tour. Les conditions de victoire qui sont très abstraites au départ, mais qui tranquillement, lentement mais sûrement, se construisent avec ce que les joueurs vont faire. Le fait aussi que, bon, on est toujours à l'affût de qui est à l'avance, on regarde continuellement qu'est-ce qui se passe, et finalement, bon, on a toujours en fait une espèce de victoire qui des fois passe en dessous de la table, et oups, on se rend pas compte que la personne réussit à pouvoir l'emporter. Un jeu superbe, vraiment, là, j'ai du plaisir à chaque fois que j'y joue, c'est une histoire à raconter à chaque fois qu'on place ce jeu-là sur la table. J'ai eu la chance de jouer avec David Martin de la Société des Jeux et Marc de ILO 307. On a une superbe partie, comme je viens de le dire, et ben, j'ai gagné, mais ça a vraiment été très circonstanciel. Et c'est ça qui est le fun de ce jeu-là, c'est que tranquillement, pas vite, tu bâtis tes trucs et l'opportunité qui t'est offerte, il faut vraiment que tu la prennes à chaque instant de la partie pour être capable d'arriver finalement à l'emporter sur les autres. Mais sérieusement, si vous n'avez pas encore joué à ce jeu-là, superbe jeu qui a peut-être été boudé, critiqué premièrement pour sa première de couverture que les gens ont peut-être pas apprécié, et aussi bon le fait que, comme je disais tantôt, c'est un jeu qui tombe en deux cracks, c'est-à-dire entre le euro puis le Ameritrash. Donc des fois les joueurs sont déstabilisés ou ils comprennent mal un petit peu la dynamique que le jeu propose, mais somme toute c'est vraiment un jeu qui mérite beaucoup d'éloges et qui est vraiment fun. Notre partie d'Inish se terminant très tard, je veux me coucher pour me lever tôt puisque le lendemain, je dois être au rendez-vous car Joe, Sylvain et JP seront à l'événement et on a eu l'opportunité pour la première fois dans l'histoire de l'école du jeu de s'asseoir et de jouer les quatre ensemble au même jeu. Et je dois avouer que c'est un événement pour moi que je chéris. Peu importe le jeu auquel on a joué, moi ça me dérangeait pas. Ce que je voulais, c'est vraiment avoir l'opportunité de s'asseoir les quatre ensemble. Pour ceux et celles qui connaissent pas vraiment nos localisations, j'habite à Montréal. Joe et Sylvain habitent à la ville de Québec, qui est une distance de voiture de 2 heures de temps. Et finalement, JP habite en Beauce. Donc, Québec est un peu le point central entre moi et JP. Mais ça dure, le voyage
déplacement entre la Beauce et Québec est environ 1 heure. Donc, présentement, moi, pour me rendre chez JP, ça me prend environ 3 heures. Donc, quand j'ai l'opportunité de pouvoir m'asseoir avec les gars et de jouer à un jeu avec eux, peu importe ce que c'est, je veux me sentir privilégié et surtout, je veux avoir du plaisir. Et souvent, j'ai de l'air très critique par rapport à différents jeux, mais pour moi, c'est pas tant le jeu en tant que tel qui est important, mais davantage l'expérience qu'on partage avec les autres qui me fascine du jeu de société. Je trouve que c'est une belle porte pour être capable de partager quelque chose et surtout de créer un souvenir collectif, qu'on puisse être capable de se rappeler de ça. Et pour moi, je chéris beaucoup le fait qu'on se soit assis et qu'on se soit donné la peine de juste jouer tous ensemble. J'ai vraiment apprécié le moment. Et d'ailleurs, on était accompagné de David, qui est devenu un ami via l'école du jeu. Finalement, il y avait Marie aussi, qu'on a un peu attrapé par la marche. On a fait comme, hey, tu veux jouer avec nous? Elle a dit, ben oui, pas de problème. Puis finalement, c'est devenu une autre amie aussi. Donc, le fait que le jeu nous permet de vraiment connecter humainement parlant ensemble, juste de façon super spontanée puis de façon naturelle comme ça, je trouve ça extraordinaire. Et je tenais vraiment à mettre l'emphase là-dessus. Donc, merci les gars qu'on a eu la chance de pouvoir partager ce moment-là. Pour moi, je me suis senti vraiment privilégié d'être avec vous. Parlant de moments collaboratifs, de communion, j'ai un peu tordu le bras à JP pour qu'il vienne s'asseoir et qu'il joue avec moi à Sidereal Confluence. Puis ça faisait un bout de temps que j'en parle souvent de ce jeu-là. JP savait que c'était un de mes jeux préférés de tous les temps. Puis il s'est dit, bon, j'ai jamais vraiment essayé de jeu de négociation, alors pourquoi pas se lancer dans celui-là. Et il n'a pas été déçu, c'était son coup de cœur d'ailleurs du mois de septembre. Je suis très content que le jeu puisse avoir été aussi réussi pour sa part. De mon côté, c'est toujours une expérience extraordinaire. Je me retrouve souvent à l'expliquer à des nouveaux joueurs et souvent les gens me demandent, ben là, tu sais, à un moment donné, t'es pas tanné. Ça me dérange pas parce que si je joue avec des nouveaux joueurs, mais c'est des nouvelles personnes que je vais rencontrer, que je vais avoir la chance de pouvoir découvrir, connaître, parce que c'est vraiment un jeu qui t'apprend à découvrir les autres plutôt que te découvrir toi-même à travers le jeu. C'est un des jeux qui réussit tellement bien à s'asseoir autour d'une table et à se regarder dans le blanc des yeux et vraiment à avoir une espèce de partage, de communion qui se crée continuellement à travers toutes les heures de jeu qu'on peut passer pendant une partie. Et au terme de celle-ci, peu importe qui a gagné, ça n'a plus d'importance parce qu'on a vécu un souvenir commun, on a vécu de quoi tous ensemble et peu importe que les personnes aient apprécié ou non, chose certaine, c'est qu'elles ont vécu quelque chose d'unique en son genre et je trouve que quand le jeu de société a cette fonction-là, c'est-à-dire être quelque chose de mémorable, que ce soit positif ou négatif, mais surtout quelque chose de mémorable au niveau humain, et bien c'est là que le jeu de société réussit à être véritablement de société. Et je trouve que Sidereal Confluence l'a réussi à merveille. Encore une fois, si vous n'avez pas joué à ce jeu-là, donnez-lui la chance. C'est un jeu qui est seulement disponible en anglais, mais tout de même, ça pourrait être facile de faire une traduction francophone. Peut-être que je pourrais faire ça, écoute, à temps perdu. On verra, hein, ça pourrait être une bonne idée, j'y pense, là, tu sais. Pendant notre partie de Sidereal Confluence, j'ai eu l'opportunité de connaître Chani Tremblay, avec qui j'ai eu beaucoup de fun et on a passé en fait la journée à jouer à plein de jeux. Et d'ailleurs, un des jeux qu'on a joué en soirée, c'est Who Goes There avec Raph et Marc-Antoine de It's Game. Finalement, j'étais un peu déçu par le jeu. Pas que l'expérience n'était pas le fun ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé qu'au final, le jeu amène pas quoi que ce soit de plus grandiose que des jeux dans le même style, un peu à la manière de Dead of Winter. Et j'ai trouvé aussi que dans le fond, peu importe que tu sois infecté ou que tu sois pas infecté, que tu sois gentil ou méchant, ton but c'est de gagner la confiance de tous et chacun. Fait qu'au final, je vais faire des choses en faveur de tout le monde pour être capable de me ramener dans l'hélicoptère puis que je puisse, dans le fond, peut-être gagner. Fait qu'au final, c'était comme, ben, tu sais, pourquoi est-ce que je douterais sur toi plus que lui ou quoi que ce soit? Tu sais, lui fait cette action-là parce qu'il est sur le bord de mourir versus toi tu fais cette action-là pour favoriser tout le monde. Il n'y avait pas vraiment de... La dynamique devait se créer par les joueurs en se pointant du doigt, mais tu pointes du doigt des gens, t'accuses des gens pour rien, tu sais. C'est comme si je mange une pomme, puis là tu me dis, ben, t'as volé cette pomme-là, mais sur quoi tu te bases, tu sais. Fait que je trouvais que ça c'était problématique
pratique. Puis autre chose aussi, dans le livre des règles, ça prend 3 pages pour expliquer comment est-ce que la fin de partie se déroule, puis qui gagne, puis qui perd. Fait que les règles, puis on a essayé de regarder à quelques reprises dans les règles pour différents trucs, et c'était un petit peu mal écrit. Fait que les règles, des fois, ils sont pas très clairs, donc tous les éléments qui sont là peuvent faire un super bon jeu, mais j'ai trouvé qu'ils n'ont pas réussi à coller tout ça ensemble. Peut-être ça aurait pu être différent si notre partie s'était terminée d'une différente manière. Si tu as joué, d'ailleurs, je serais curieux d'avoir tes commentaires à toi, de me dire comment est-ce que toi tu trouves le jeu. Bref, commente et on va avoir une discussion là-dessus. Mais tout ça, c'est pas grave parce qu'on a continué à jouer et on a passé à Nyctophobia. Nyctophobia, en fait, c'est un jeu qui a été designé pour des aveugles. Et on a pu ajouter à notre gang René Philippe, qui est un gars qui est super cool. Il a vraiment une expérience de vie très variée. Vraiment, là, on a eu beaucoup de plaisir. René Philippe, d'ailleurs, avait déjà joué à Nyctophobia. Et il a donc joué l'animateur. Et l'animateur a un rôle de chasseur en même temps, puisque l'historique du jeu, c'est qu'on est tous dans une forêt. Et on ne sait pas où on est perdu. Le but du chasseur, c'est de tuer un des joueurs perdus en forêt, et le but des joueurs, c'est de retrouver la voiture et de s'en aller le plus vite possible avant de se faire tuer par le chasseur. Et donc, quand on commence la partie, on va recevoir des lunettes qui ont un fond plat, donc tu vois rien du tout devant toi. Et le chasseur va en fait installer une forêt au hasard, donc il va installer en fait des espèces de pions un peu de forêt en tant que tel. Il va les installer sur le plateau. Il va faire ça un peu à son bon vouloir ou selon un scénario qui est déjà préétabli dans le livre. Et une fois que c'est fait, on commence la partie. Dès le début, on commence à sentir une tension palpable. Le fait que l'on perde le sens de la vue, qui est probablement le sens le plus utilisé dans le jeu de société, fait en sorte qu'on perd des cues visuels pour communiquer. On perd aussi la structure spatiale du plateau. On perd aussi l'opportunité de pouvoir, en fait, juste savoir, de localiser où on est et ils sont les éléments importants. Fait que là, il faut les trouver tous ensemble. Mais on n'est pas capable de se voir, donc on n'est pas capable de communiquer de façon non verbale. Et là, il faut communiquer tout de A à Z pendant ton tour. Et l'idée, c'est que quand tu mets ces lunettes-là, moi, je me suis rendu compte que ça me stressait, j'étais rendu angoissé à un point tel que pendant la partie, je me suis dit, est-ce que j'arrête? Parce que là, c'est vraiment beaucoup d'émotions fortes. Et quand j'angoisse, je commence à parler, puis déparler, à un point tel que j'oublie ce que les autres joueurs disent autour de la table, et je fais juste dire, moi, ce que je vois, moi, ce que je sens, puis tatati, tatata. Et aussi, on dirait que soudainement, tes autres sens deviennent très aiguisés, comme par exemple, Louis. À ce qui paraît, il y avait une dizaine de personnes qui étaient autour de la table et qui nous regardaient jouer. Et là, les gens posaient des questions à René Philippe sur le jeu. Et là, moi, chaque fois qu'il y avait un joueur à l'extérieur du jeu, une personne à l'extérieur du jeu, pardon, qui parlait à René Philippe, j'étais comme, non, René Philippe, il faut que tu te concentres avec nous autres, faut que tu nous expliques, faut que tu nous dises qu'est-ce qui se passe, fait que j'avais beaucoup de stress. Et ça a créé vraiment ça a créé des frictions avec un autre joueur, à un point tel que, bon, on s'est un petit peu chicané. Mais c'est pas grave, parce que ça fait partie du jeu et bon, on a passé à d'autres choses. Mais somme toute, ça a été vraiment une expérience assez unique en son genre parce qu'au terme de la partie, tu regardes le plateau et tu fais comme, OK, il est si petit que ça. J'avais l'impression, écoute, que j'étais dans une forêt immense, que j'étais perdu. Je savais pas pantoute où je m'en allais. Aussi, le chasseur, René Philippe, faisait un job extraordinaire parce que des fois, pendant la partie, quand c'était son tour, il faisait juste nous lancer des petites phrases, du genre comme « Je suis tellement à côté de toi que je sens ton parfum », puis là, tu capotes, t'es comme « Oh my God, il est où? » Puis il parle à qui? Puis etc. Puis là, tu capote solide, tu sais. Vraiment, là, c'est un jeu qui mérite beaucoup d'éloges. Oui, au niveau esthétique, au niveau ergonomique, le matériel laisse un peu à désirer, ça je l'accorde. Et oui, il y a des fautes d'orthographe sur les cartes, mais le 3/4, en fait, tous les joueurs, sauf un joueur, ne voient pas ces éléments-là. Donc, est-ce que vraiment on doit critiquer un jeu qui n'est pas centré vers le matériel, mais qui est centré davantage sur l'expérience que les joueurs vivent? Je pense qu'on peut se permettre à un moment donné que le matériel soit pas si beau que ça, soit pas si wow, éclaté que ça.
puis que ça nous offre tellement quelque chose d'unique, parce qu'on parle pas d'un euro structuré, on parle pas d'un Ameritrash avec une thématique, avec plein de figurines, etc., etc. On parle d'un jeu où est-ce que t'as des pions qui ressemblent à des barils blancs, puis tu fais juste placer ça, puis là tu te déplaces, puis that's it, that's all. Mais le jeu t'offre une expérience comme jamais vécu auparavant. Je recommande chaudement de l'essayer au minimum une fois en tant que chasseur, mais aussi en tant que chassé, que joueur qui voit rien du tout, parce que ça va te faire vivre des émotions très très fortes et tu vas sortir de là puis tu vas vraiment... Moi ça m'a questionné beaucoup en fait sur différentes choses, notamment sur le fait que bon, les aveugles c'est comme ça qu'ils vivent, ok, tu sais, le jeu de société utilise donc bien la vue, fait que les aveugles qui voient rien ne peuvent pas vraiment jouer à des jeux de société, bref. Tout ça mixé ensemble fait en sorte que Nyctophobia est un jeu qui est vraiment bon. Sérieusement, trouvez-le, essayez-le, vous ne regretterez pas, je le promets. Et un dernier jeu que je vais parler, c'est Witness. Witness qui est un jeu de téléphone, jeu de téléphone arabe, version un peu particulière. Dans le fond, ça fonctionne à scénario. Et on va avoir une mise en situation qui a eu un meurtre. Et les joueurs reçoivent aussi un carnet qui est relié à leur personnage. Et on va avoir un indice sur le meurtre en tant que tel. Il va falloir communiquer notre indice de façon claire et précise à un joueur. Et par la suite, on va recevoir des informations d'un autre joueur qui lui va nous donner son indice ainsi que l'indice du joueur qui l'a entendu. Puis là, il va falloir communiquer. Et là, à la fin de la partie, on va écrire... on va répondre à différentes questions. Il faut que tous les joueurs aillent 100% parce que sinon on passe pas le scénario. Mais c'est drôle, c'est super le fun, ça dure 10 minutes, c'est rapide, il y a 67 scénarios et ils sont listés de plus facile à plus difficile. C'est superbe comme jeu, sérieusement. Je trouve ça dommage parce que c'est un jeu qui est difficile à trouver maintenant, disponible en anglais. Moi je l'ai en français et je suis très chanceux, très privilégié de l'avoir. Je comprends pas pourquoi est-ce que ce jeu-là n'a pas été réédité parce que premièrement l'esthétique est cool, les scénarios sont super intéressants, c'est dynamique, c'est sympathique comme jeu et c'est tellement facile d'accès. J'ai vraiment l'impression que ce jeu-là mérite davantage d'attention. Peut-être une critique future, qui sait. Et c'est ce qui conclut la portion de jeux de société que j'ai joué. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse avant d'aller sur une portion plus personnelle à moi. Souvent, j'ai l'air à prendre énormément de temps pour expliquer un jeu ou quoi que ce soit. Des fois, je le sais que ça peut paraître long, mais pour moi, de juste passer une minute de temps à dire ben j'ai aimé ça à cause que c'est un worker placement ou j'ai pas aimé ça parce que tu sais on lançait plein de dés. J'aime pas tant ça. Moi, j'aime vraiment ça en fait, me pencher sur le jeu, réfléchir en fait à sa structure, essayer de comprendre le jeu sous une autre perspective. J'aime beaucoup en fait réfléchir sur le jeu et j'aime ça en fait partager ces critiques-là personnelles. Donc, moi, je vois plus ça comme des mini-critiques que je fais de jeux plutôt que quelque chose de, tu sais, juste, ben, j'ai aimé ça ou j'ai pas aimé ça. Parlant de ça, je réalise que je veux énormément produire sur différents sujets, mais que malheureusement, le temps que j'investis n'est pas assez grand. Et je me rends compte, en fait, que probablement, je prends beaucoup de temps à produire, en fait, une vidéo. Souvent, je vais faire beaucoup de montage, je vais utiliser un aspect plus théâtral. Je me base beaucoup, j'aime beaucoup les idées que Shut Up and Sit Down and No Pun Included utilise. Donc je vais énormément utiliser ça. Par contre, je me rends compte que de créer en fait la mise en scène, dans le fond écrire le texte et changer les différents plans, ça prend énormément de temps et d'énergie. Aussi le montage, c'est peu importe le programme que tu vas utiliser, le montage c'est quelque chose qui est très long à faire. Donc je me demande, est-ce que dans le fond je change de structure pour quelque chose de plus linéaire, c'est-à-dire un plan comme ça, tel quel, je parle devant la caméra, that's it, that's all, ou je continue comme ça quand je faisais mes vidéos telles quelles, j'en fais pas beaucoup par mois, ou je fais un mix des deux. Bref, j'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Qu'est-ce qui t'intéresserait davantage, que je produise davantage ou que je garde cette structure-là, ou même que j'essaie de jumeler les deux, quitte à faire une critique plus excentrique une fois par mois, puis que je fasse des vidéos plus linéaires.
Ce qui m'amène en fait à partager différentes idées que j'ai eues de différentes vidéos. La première, ce serait des comparatifs entre deux jeux qui ont des fibres communes. Donc vraiment, je divise les jeux, j'explique de A à Z les deux jeux et ensuite de ça, je donne une opinion personnelle sur lequel est meilleur et dans quelles circonstances. Un autre type de vidéo que j'aimerais faire, ce serait en fait du blabla ludique, mais axé plus sur la science du jeu, parce que oui, il y a ce qu'on appelle une science du jeu qui étudie le jeu dans toutes ses différentes fonctions et dans toutes ses différentes perspectives, et en fait amener différentes théories qui existent, différentes hypothèses aussi que j'ai par rapport au jeu de société, pour être capable de voir le jeu de société dans son ensemble, plutôt que juste en tant qu'individu, comment est-ce que moi ça me satisfait. Voir le jeu plus grand que juste qu'est-ce qu'il y a sur la table, ça pourrait être super intéressant. Et finalement, des capsules sur comment utiliser le jeu de société en classe. C'est-à-dire, bon, quel jeu utiliser et pourquoi utiliser ce jeu-là. Moi, je suis professeur d'anglais, donc des fois, je vais utiliser un jeu pour permettre aux jeunes de poser des questions, d'inciter à la communication, ou même faire des compréhensions de texte, faire des productions écrites, bref. Il y a vraiment différentes manières d'utiliser le jeu et j'aimerais ça en fait faire des capsules sur comment l'utiliser en classe. Ça pourrait être super intéressant. Évidemment, je vais continuer à faire des critiques de jeux. Peut-être commencer aussi des critiques surprises, c'est-à-dire que je vais publier une vidéo où est-ce que ça va être la critique d'un jeu, mais on ne sait pas à l'avance qu'est-ce que c'est. Donc tu cliques et tu le découvres en regardant la vidéo. La raison pour laquelle je veux faire ça, c'est parce que je m'intéresse beaucoup à des jeux underground qui sont un peu passés en dessous du radar ou qui n'ont pas une campagne publicitaire très notoire. Et j'ai envie que tu découvres ces jeux-là, non pas à cause du nom, mais bien à cause du jeu en soi. Il y a énormément de jeux qui méritent de l'attention davantage que ce qu'ils ont reçu. Et je pense que la meilleure manière de faire ça, ce serait peut-être justement de créer un effet de surprise, puis de découvrir le jeu non pas pour le nom que le jeu porte, mais davantage pour qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, puis c'est quoi le contenu, puis la structure de ce jeu-là. Donc voilà, écoute, parle-moi de ce qui t'intéresse, de ce qui te plaît, et on va voir par la suite qu'est-ce qui ressort de tout ça. J'ai été voir, dans le fond, Banane. Si tu sais pas c'est qui Banane, en fait, c'est que j'ai un chien, il s'appelle Winnie. Et là, on veut accueillir un nouveau chien, un nouveau Golden, et on a décidé que son nom c'était Banane. Et on est allé voir en fait les bébés chiots. Donc on ne sait pas encore lequel qu'on va choisir. Ça va-tu être dans le fond celui-là ou celui-là ou celui-là. Bref, je le sais pas encore. Si ça t'intéresse, puis si tu veux sourire un petit peu à la fin de la vidéo, je vais mettre un petit aperçu de tous les bébés chiens qu'on est allé voir. C'est des bébés Golden. C'est super cute, donc attention, cuteness and cheesiness, spoiler alert. Et finalement, sur une note plus personnelle, ben écoute, le mois de septembre, c'est le premier mois de l'année scolaire. Donc, comme j'ai mentionné, en fait, j'ai trouvé deux contrats, c'est-à-dire un contrat avec des jeunes ayant une déficience visuelle. Donc, je leur enseigne l'anglais, ainsi que, dans le fond, des jeunes de secondaire 5 à la fin du secondaire. Je pense que c'est le lycée en Europe. Et ils ont échoué, en fait, leur anglais final pour obtenir leur diplôme, pour passer au niveau suivant. Donc, je leur enseigne le programme, le curriculum scolaire du Québec en enseignement de l'anglais en 5 mois, donc c'est une courte période de temps et on clenche ça et j'ai beaucoup de plaisir jusqu'à présent pour ce contrat-là. Je trouve que les jeunes sont très dynamiques. Je trouve aussi qu'ils sont courageux d'être là. Je leur dis continuellement que ça prend du courage puis d'être capable de se relever après un échec pour être capable de surmonter tout ça. Donc, je lève mon chapeau à ces étudiants-là. Aussi, pour mes jeunes qui ont une déficience visuelle, je trouve que c'est vraiment le fun d'être dans cette école-là. Je trouve que ça donne une perspective différente, non seulement en fait sur l'enseignement, mais aussi sur la vie en général. Ça me donne vraiment en fait une nouvelle perspective, une différente vision sur comment est-ce que je dois approcher ça, puis le fait que je suis privilégié d'avoir aucun problème à ce niveau-là, vraiment ça me conscientise sur beaucoup de choses de ce genre-là. Je suis vraiment fier de faire partie de cette école-là, mais c'est demandant, beaucoup de travail à faire parce que bon, les jeunes ont vraiment un niveau d'anglais très diversifié, c'est des classes multilingues
petits niveaux aussi, donc j'ai pas accès, j'ai différents jeunes avec différents niveaux. Aussi le fait que la plupart du matériel scolaire auquel j'ai accès, ben, il n'est pas nécessairement adapté. Je l'ai en braille, oui, mais je peux pas utiliser, tu sais, un livre, par exemple, qui vont dire, ben, tu sais, nomme-moi des objets scolaires, puis là, ça parle d'efface, ça parle de crayon, ça parle de cartable, ça parle, je sais pas moi, de livres, d'aiguise-crayon. C'est pas des choses qui ont accès, c'est pas des choses qu'ils connaissent, fait que c'est de voir comment est-ce que je peux adapter le tout et leur permettre d'avoir de quoi de concret, tu sais. C'est anodin aussi que les couleurs, comment est-ce que tu fais pour décrire la couleur? Tu sais, ils savent que le ciel, quand il pleut, il est gris, mais c'est quelque chose de très abstrait. Puis pour un enfant de 7-8 ans, ben le développement de la conscience abstraite n'est pas encore tout à fait présent. Ce qui fait en sorte que c'est difficile pour eux autres. Ils vont l'apprendre par cœur, mais c'est pas de la compréhension. C'est pas quelque chose qu'ils vont pouvoir, dans le fond, qu'ils vont pouvoir relier à leur immédiat, à leur réalité personnelle. Donc bref, c'est particulier, mais j'aime beaucoup ça. Et je commence des cours de braille, imagine-toi donc. Donc le braille, enfin, je vais pouvoir savoir comment est-ce qu'on lit ça. Ça a l'air très difficile, mais écoute, why not? On va y aller avec tout ça. Et c'est ce qui conclut mon Quoi de neuf. Encore une fois, désolé, c'est très long, je le sais, je suis désolé, mais si tu veux, il y a toujours dans la description les différents timestamps, donc tu vas pouvoir te relier à ça si tu veux pas écouter la vidéo au complet. Si tu t'es rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci énormément du temps puis de l'opportunité que tu m'offres de pouvoir partager un peu ma vie personnelle. Partage-moi tes coups de cœur aussi pour le mois de septembre. Partage-moi aussi ta vie personnelle, ça te tente. Si tu es professeur, pourquoi est-ce qu'on s'échange pas dans le fond nos coordonnées? Peut-être qu'on peut trouver du matériel aussi commun. Bref, libre à toi de faire tout cela. Donc sur ce, on se voit une prochaine fois et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage! Bye bye! Oh, attention, il y a une petite patte, ouais. Attention, là, go, go, go! Ouais! Bye bye!